Imagine un endroit où la vie semble impossible, un lieu où la chaleur écrase tout, où la pluie est question presque un mythe. Et pourtant, contre toute attente, des millions de poissons y prospèrent. Avant de commencer, si ce genre d'histoire qui change totalement la façon de voir le monde t'intéresse, prends une seconde pour t'abonner et activer les notifications. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait vraiment bouleverser ta perception des limites. Ce que tu vas entendre peut sembler irréel. Une nation a pris l'une des régions les plus hostiles de la planète, une terre aride, brûlante, presque stérile, et en a fait l'un des systèmes d'aquaculture les plus innovants au monde. Et le plus surprenant, ce n'est pas qu'ils aient y combattu le désert, c'est qu'ils ont utilisé précisément ce qui rendait cet endroit inhabitable pour en faire une force. Nous parlons ici du désert du Negev, une région qui couvre environ 60% de Israël. Ce n'est pas un désert léger, c'est un environnement extrême. Le sol est fissuré comme de la céramique brisée. Les températures estivales peuvent atteindre 45 degrés Celsius et les précipitations sont si rares qu'elles ne surviennent parfois que 2 fois par an. Dans un tel endroit, l'agriculture traditionnelle est presque impossible. Même l'élevage y est difficile. Et pourtant, aujourd'hui, plus d'1 million de poissons tropicaux nagent dans cet environnement hostile. Ce n'est pas une expérience de laboratoire, c'est une industrie bien réelle, produisant des centaines de tonnes de poissons chaque année, exportés vers des pays comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Alors comment est-ce possible? Pour comprendre cette transformation, il faut remonter à l'année 1973. À cette époque, un géologue nommé Eliezer Issar menait des recherches dans les profondeurs du désert. Son équipe forait le sol, s'attendant à trouver du sable, peut-être du calcaire, rien de vraiment remarquable. Mais à environ 700 mètres de profondeur, ils ont fait une découverte inattendue. Ils ont trouvé de l'eau. Et pas n'importe quelle eau. Lorsqu'ils ont atteint cette nappe souterraine, l'eau n'a pas eu besoin d'être pompée. Elle a jailli toute seule vers la surface, sous pression. Un phénomène naturel appelé puits artésien, créé par des millions d'années de pression accumulée sous terre. Mais ce n'était que le début de la surprise. Ce qu'ils avaient découvert sans le savoir, c'était une partie du aquifère nubien, l'une des plus grandes réserves d'eau souterraine au monde. Cet immense réservoir s'étend sous plusieurs pays et contient une quantité d'eau estimée à 150 000 km3, assez pour remplir des dizaines de fois certains des plus grands lacs de la planète. Mais cette eau avait quelque chose de particulier. Elle était extrêmement ancienne. Les scientifiques l'appellent eau fossile. Cela signifie qu'elle provient de pluies tombées il y a entre 20 000 et 40 000 ans, à une époque où le Sahara n'était pas un désert, mais une vaste région verdoyante. Lorsque le climat a changé et que la sécheresse s'est installée, cette eau est restée piégée dans les couches de roches perméables, intactes depuis des millénaires. Cependant, malgré cette découverte incroyable, cette eau présentait 2 problèmes majeurs. Le premier, sa température. À cette profondeur, la chaleur de la Terre influence directement l'eau. Elle remonte à la surface déjà chaude, souvent autour de 30 à 40 degrés Celsius. Trop chaude pour être bue, trop chaude pour irriguer la plupart des cultures et potentiellement destructrice pour les racines des plantes. Le second problème, le sel. En traversant les couches rocheuses pendant des milliers d'années, l'eau s'est chargée en minéraux. Elle est légèrement salée. Pas autant que l'eau de mer, mais suffisamment pour tuer la majorité des cultures agricoles classiques. Des tests ont été réalisés. En seulement quelques jours, les plantes montraient des signes de stress. Feuilles jaunies, croissance stoppée. En 2 semaines, la plupart mouraient. À ce stade, la conclusion semblait évidente. Cette eau était inutilisable pour l'agriculture. Mais au lieu d'abandonner, certains scientifiques ont changé de perspective. Ils ne se sont pas demandé comment rendre cette eau utilisable. Ils se sont demandé quels êtres vivants pourraient naturellement vivre dans ces conditions. C'est là que tout a basculé. Ils ont identifié un poisson parfaitement adapté, le barramundi. Ce poisson, originaire d'Australie et d'Asie du Sud-Est, vit naturellement dans des zones où l'eau douce rencontre l'eau salée, des environnements instables appelés eaux saumâtres. Son organisme est capable de s'adapter facilement aux variations de salinité. Mais ce n'est pas tout.
Le barramundi est un poisson tropical. Il préfère des eaux chaudes exactement dans la plage de température que cette eau souterraine offre naturellement. Sans chauffage, sans énergie supplémentaire, c'était une correspondance parfaite. D'autres espèces ont également été sélectionnées, comme le tilapia, capable de tolérer des niveaux de sel encore plus élevés, ou le bar européen, qui migre naturellement entre eau douce et eau salée. Soudain, ce qui était considéré comme un problème devenait une opportunité, et il y avait un autre avantage énorme. Dans la plupart des régions du monde, élever des poissons tropicaux coûte très cher. Les fermes doivent chauffer l'eau en permanence, ce qui nécessite d'énormes quantités d'énergie. Ici, la chaleur venait directement de la terre, gratuitement, toute l'année. Les chercheurs avaient trouvé la combinaison parfaite, une ressource naturelle inutilisable pour l'agriculture classique, mais idéale pour certaines espèces de poissons. Mais une nouvelle question se posait. Comment transformer cette idée en un système viable à grande échelle? C'est ce qu'ils ont commencé à faire au début des années 2000 en construisant des bassins et des installations dans le désert. Au début des années 2000, les premières installations ont commencé à apparaître dans le désert. Des organisations comme Kibbutz Mashabei Sadeh et Arava Tech Fisheries ont lancé des projets ambitieux. Elles ont creusé de nouveaux puits pour accéder à l'eau souterraine, construit de vastes bassins en terre et des réservoirs en béton, puis installé des systèmes d'aération pour maintenir les poissons en bonne santé. Peu à peu, les bassins ont été remplis avec différentes espèces, barramundi, tilapia, bar européen. Et presque immédiatement, quelque chose de remarquable s'est produit. Les poissons se sont adaptés sans difficulté. L'eau, malgré ses particularités, correspondait parfaitement à leur environnement naturel. En quelques mois seulement, cette région désertique s'est transformée en un centre majeur d'aquaculture. Ce qui n'était autrefois qu'une étendue aride est devenu un espace productif, vivant et économiquement viable. Les chiffres ont rapidement confirmé ce succès. Le Kibbutz Mashabei Sadeh gère aujourd'hui des bassins couvrant plus de 12 hectares. De son côté, Arava Tech Fisheries a étendu ses opérations à près de 20 hectares, produisant plus de 2000 tonnes de poissons chaque année. Un seul bassin, contenant environ 1 million de litres d'eau, peut accueillir des milliers de poissons. Sur le papier, tout semblait fonctionner parfaitement. Mais comme dans toute exploitation aquacole, un problème majeur allait bientôt apparaître. Ce problème, c'était les déchets. Dans un bassin contenant des dizaines de milliers de poissons, la consommation de nourriture est massive. En moyenne, un poisson consomme environ 3% de son poids chaque jour. Cela signifie qu'une population importante génère une quantité énorme de déchets. Ces déchets se transforment en ammoniac dans l'eau. Et l'ammoniac est extrêmement toxique pour les poissons. Même en petite quantité, elle peut endommager leurs branchies, perturber leur système nerveux et affaiblir leur immunité. Avec le temps, les bactéries présentes dans l'eau convertissent l'ammoniac en nitrite, puis en nitrate. Mais ces substances restent dangereuses à trop haute concentration. Sans intervention, un bassin finit par s'empoisonner lui-même. Traditionnellement, les piscicultures utilisent deux méthodes pour gérer ce problème. La première consiste à filtrer l'eau à l'aide de systèmes complexes, filtres à sable, biofiltres remplis de bactéries et parfois même des dispositifs de stérilisation aux ultraviolets. Ces systèmes fonctionnent, mais ils consomment énormément d'énergie. Les pompes nécessaires peuvent utiliser autant d'électricité que plusieurs dizaines de maisons. La seconde méthode est plus simple, mais plus problématique. Évacuer l'eau polluée. Dans certaines fermes marines, notamment en Norvège ou au Chili, l'eau chargée en déchets est directement rejetée dans l'océan. Cela provoque une accumulation de nutriments comme l'azote et le phosphore, entraînant des proliférations d'algues qui perturbent les écosystèmes marins. Mais dans le désert du Negev, aucune de ces solutions n'était viable. Il n'y avait pas d'océan à proximité. Et surtout, l'eau était trop précieuse pour être gaspillée. Alors, face à ce défi, les ingénieurs ont dû réfléchir différemment. Et c'est là qu'une idée simple, mais révolutionnaire, a émergé. Ils ont commencé à voir les déchets non pas comme un problème, mais comme une ressource. L'ammoniac, si dangereuse pour les poissons, est en réalité une source d'azote. Et l'azote est l'un des éléments essentiels à la croissance des plantes. Dans l'agriculture traditionnelle, cet azote est souvent apporté sous forme d'engrais chimiques.
produit grâce à un procédé industriel appelé procédé Haber-Bosch. Ce processus consomme une quantité énorme d'énergie, représentant environ 2% de la consommation mondiale. Mais ici, dans ces bassins, l'azote était déjà présent, gratuitement, produit naturellement par les poissons. Les ingénieurs ont alors compris qu'ils n'avaient pas un problème de pollution. Ils avaient un problème de circulation des ressources. Les poissons produisaient exactement ce dont les plantes avaient besoin. Il suffisait de connecter les deux. Ils ont donc mis en place un système circulaire. L'eau, après avoir été utilisée dans les bassins, était dirigée vers des plantations. En passant par le sol, elle apportait avec elle des nutriments essentiels, azote, phosphore, potassium. Le sol jouait alors le rôle de filtre naturel. Les bactéries présentes transformaient l'ammoniac en nitrate assimilable par les plantes. Les racines absorbaient ces nutriments, nettoyant progressivement l'eau. Les premiers résultats ont été impressionnants. Les cultures irriguées avec cette eau enrichie poussaient plus rapidement et plus efficacement que celles utilisant des méthodes traditionnelles. Dans certains cas, les rendements ont augmenté de 15 à 20%. Et contrairement aux engrais chimiques qui libèrent leurs nutriments en une seule fois, les déchets de poissons se décomposent lentement. Cela fournit un apport constant en nutriments, améliorant la santé globale des plantes. Mais une inquiétude persistait. Qu'en était-il du sel? Cette eau légèrement salée pouvait-elle endommager les cultures sur le long terme? La réponse a surpris tout le monde. Certaines plantes, comme les oliviers et les palmiers dattiers, sont naturellement adaptées à des environnements salins. Elles ont évolué dans des régions méditerranéennes et désertiques, où le sol contient déjà du sel. Dans le cas du Negev, la concentration en sel, environ 3000 parties par million, restait dans une plage acceptable pour ces espèces. Et mieux encore, un léger stress dû au sel peut améliorer la qualité des fruits. Les plantes produisent davantage de sucre et de composés aromatiques, rendant les dattes plus sucrées et l'huile d'olive plus riche en goût. Avec le temps, les chercheurs ont également constaté que le sel ne s'accumulait pas excessivement dans le sol. Les arbres absorbaient une partie du sel et le stockaient dans leurs feuilles les plus anciennes, qui finissaient par tomber. Autrement dit, le système ne se contentait pas de tolérer le sel, il contribuait à le réduire. Ce qui avait commencé comme une contrainte devenait un avantage. Peu à peu, un véritable cycle s'est mis en place. Les poissons produisaient des déchets, ces déchets nourrissaient les plantes. Les plantes filtraient l'eau, et cette eau retournait ensuite dans le sol, plus propre qu'auparavant. Rien n'était gaspillé, chaque élément du système devenait une ressource pour un autre, c'était un modèle d'efficacité totale. Mais au-delà de l'aspect technique, une question restait essentielle. Ce système pouvait-il être rentable? La vraie question, à ce stade, n'était plus de savoir si le système fonctionnait sur le plan technique. Il fonctionnait déjà. Les poissons grandissaient, les plantes prospéraient et l'eau circulait dans un cycle presque parfait. La question était beaucoup plus simple et beaucoup plus décisive. Est-ce que ce modèle pouvait réellement être rentable sur le long terme? Parce que sans rentabilité, même les meilleures idées finissent par disparaître. Et c'est précisément ici que le modèle développé dans le désert du Negev révèle toute son intelligence. Dans la plupart des régions du monde, l'eau agricole représente l'un des coûts les plus élevés. En particulier dans des pays comme Israël, où une grande partie de l'eau est produite grâce à des usines de désalinisation. Ce processus consiste à retirer le sel de l'eau de mer, mais il demande énormément d'énergie, d'infrastructures et de maintenance. Le résultat, c'est un prix élevé. Chaque mètre cube d'eau peut coûter plusieurs dizaines de centimes. Et pour une exploitation agricole classique, qui utilise des millions de litres d'eau par an, cela représente une charge financière énorme. Avant même de planter quoi que ce soit, une grande partie du budget est déjà consommée. Dans ces conditions, certaines cultures deviennent tout simplement impossibles à rentabiliser. Mais dans le Negev, tout change. L'eau utilisée ne provient pas d'un système industriel coûteux. Elle vient directement de l'aquifère nubien. Et surtout, une fois le puits foré, parfois des années auparavant, la pression naturelle suffit souvent à faire remonter l'eau à la surface. Cela signifie moins d'énergie, moins d'infrastructures et donc un coût extrêmement bas.
On parle ici d'une réduction pouvant atteindre environ 90% par rapport à l'eau désalinisée. Mais ce n'est pas seulement une question de prix, c'est une question d'efficacité globale. Dans ce système, l'eau n'est pas utilisée une seule fois, elle est utilisée plusieurs fois, à différents niveaux, avec des fonctions différentes à chaque étape. D'abord, elle est pompée vers les bassins de pisciculture. Là, elle sert à élever les poissons. Pendant ce processus, elle se réchauffe légèrement et se charge en nutriments issus des déchets des poissons. Dans un système classique, cette eau serait considérée comme contaminée, donc coûteuse à traiter ou à éliminer. Ici, elle devient une ressource précieuse. Elle est ensuite transférée vers les exploitations agricoles. Et pour les agriculteurs, cette eau représente quelque chose d'unique, une double ressource. Elle est à la fois une source d'irrigation et un engrais naturel. Ils n'ont pas besoin d'acheter de l'eau supplémentaire. Ils n'ont pas besoin d'acheter d'engrais chimiques. Et ils n'ont pas besoin de gérer des déchets agricoles complexes. Tout est déjà intégré dans le système. Du côté des pisciculteurs, l'avantage est tout aussi important. Ils n'ont pas besoin d'investir dans des systèmes coûteux de filtration. Ils n'ont pas besoin de payer pour éliminer l'eau usée. Au contraire, cette eau a désormais une valeur. Elle peut être vendue, échangée ou intégrée dans des accords de coopération avec les agriculteurs. Ce qui était autrefois un problème devient un produit. Et ce changement transforme complètement l'économie du système. Dans un modèle classique, agriculture et aquaculture sont souvent en concurrence. Elles se battent pour l'accès à une ressource limitée, l'eau. Mais ici, elles collaborent, elles dépendent l'une de l'autre. Et c'est précisément cette interdépendance qui crée la rentabilité. Aujourd'hui, plusieurs exploitations dans cette région produisent ensemble des milliers de tonnes de poissons chaque année. Le barramundi issu du Negev est exporté vers différents marchés européens, où il peut rivaliser en prix avec des produits provenant d'autres régions du monde. Pourquoi ? Parce que les coûts de production sont radicalement différents. Dans de nombreuses fermes piscicoles, l'un des plus gros postes de dépense est le chauffage de l'eau. Maintenir une température stable pour des espèces tropicales demande énormément d'énergie. Ici, cette chaleur est déjà présente. Elle vient du sol, elle est constante et elle est gratuite. Cela change tout. Moins d'énergie signifie moins de coûts. Moins de coûts signifie des prix plus compétitifs. Et des prix plus compétitifs permettent d'accéder à des marchés internationaux. Mais au-delà de l'aspect économique, ce système attire l'attention pour une autre raison, son impact environnemental. Dans les modèles agricoles traditionnels, une grande partie de l'empreinte écologique provient de plusieurs facteurs. La production d'engrais chimiques, le transport des ressources, l'utilisation d'énergie pour pomper et chauffer l'eau, et la gestion des déchets. Dans le système du Negev, beaucoup de ces éléments disparaissent ou sont fortement réduits. La chaleur nécessaire à la pisciculture provient naturellement du sous-sol. Les nutriments nécessaires aux plantes proviennent directement des poissons. Le transport de l'eau est limité et les déchets sont réutilisés au lieu d'être rejetés. Cela crée un système beaucoup plus fermé, beaucoup plus efficace. Et il y a un autre élément clé, les plantations elles-mêmes. Les oliviers et les palmiers dattiers, en grandissant, absorbent du dioxyde de carbone. Ils agissent comme des puits de carbone naturels, capturant une partie des émissions présentes dans l'atmosphère. À l'échelle d'une exploitation, cela peut représenter des dizaines de milliers de kilos de CO2 absorbés chaque année. Lorsque l'on combine tous ces facteurs, le résultat est frappant. Ce système ne se contente pas de limiter son impact. Dans certains cas, il devient globalement positif, il retire plus de carbone qu'il n'en produit. Et tout cela repose sur une idée simple, mais puissante. Au lieu de lutter contre l'environnement, travailler avec lui. Pendant longtemps, l'approche dominante face au désert a été la confrontation. On cherchait à transformer ces terres, à les rendre similaires à des régions fertiles en important de l'eau, en contrôlant les conditions, en imposant des solutions extérieures. Mais cette approche a ses limites, elle est coûteuse, elle demande beaucoup d'énergie et elle n'est pas toujours durable. Dans le Negev, la question a été posée différemment. Au lieu de dire « Comment pouvons-nous changer cet endroit ?», ils ont demandé « Qu'est-ce que cet endroit peut naturellement produire ?» Ils ont observé les caractéristiques du sol, la température de l'eau, le niveau de salinité, et ils ont construit un système adapté à ces conditions.
pas contre elle, avec elle. Le résultat est un écosystème productif capable de générer du poisson, des fruits et de l'huile d'olive de haute qualité dans un environnement autrefois considéré comme inutilisable. Mais peut-être que la leçon la plus importante n'est pas technique, elle est mentale. Ce désert n'était pas vide de potentiel, il était simplement mal interprété. Les contraintes n'étaient pas des limites absolues, elles étaient des indications. Et une fois que quelqu'un a posé la bonne question, ces contraintes sont devenues des opportunités. Aujourd'hui, alors que le climat change et que de plus en plus de régions deviennent chaudes, sèches et difficiles à exploiter, cette approche prend une importance nouvelle. De nombreux endroits dans le monde commencent à ressembler au Negev, et cela pose une question essentielle. Sommes-nous prêts à changer notre façon de penser, à arrêter de forcer des solutions qui ne correspondent pas à l'environnement, et à commencer à observer ce que cet environnement nous offre déjà ? Parce que parfois, les ressources les plus précieuses ne sont pas celles que l'on apporte, ce sont celles que l'on découvre, celles qui étaient là depuis le début, comme cette eau ancienne, enfermée sous terre pendant des milliers d'années, comme ces poissons capables de vivre dans des conditions extrêmes, comme ce système qui transforme un problème en solution. Aujourd'hui, plus d'1 million de poissons nagent dans ce désert, et cela ne relève pas du miracle. Cela vient d'un changement de perspective. Si cette histoire t'a fait réfléchir, si elle t'a montré que ce que nous considérons comme des limites peut en réalité être une ressource, alors partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que parfois, il suffit d'une seule idée pour voir le monde complètement différemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à laisser un like et surtout à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. On se retrouve très bientôt.